Eh bien, je crois qu'on va passer la parole à M. Mintz, s'il le veut bien. Oui, moi j'ai été beaucoup plus classique dans mon approche que j'ai fait en 3 points. D'abord, je cite les études qui ont été retenues en particulier par le Pentag et le NICE version 2011, qui a retenu en fait peu de nouvelles études euh, pour des raisons méthodologiques qui sont bien expliquées et qui sont euh, donc je leur fais confiance, ils sont bien plus compétents pour juger de la méthodologie. Et ils ont retenu ce. Bon, je vous fais grâce de cette analyse, mais elle figure dans mon rapport pour tous les produits, avec les tests qui ont été utilisés et surtout la durée de ces études. En gros, si on veut résumer sur l'efficacité des traitements, on peut dire pour chacun des anticholinéstérasiques, pour le donépésil, il y a un bénéfice pour les données cognitives, fonctionnelles et globales. Galantamine, pareil. Rivastigmine également, à condition d'utiliser des doses appropriées. L'efficacité est comparable pour les gélules et pour les patchs, avec une meilleure tolérance pour les patchs, semble-t-il. Pour la mémantine, le bénéfice est plus contestable sur les effets globaux uniquement et du fait d'un artifice statistique qui est le fait d'inclure les études plutôt négatives dans une méta-analyse qui atténue quand même cet effet. C'est-à-dire une méta-analyse qui tient compte des travaux antérieurs. Donc, pour la mémantine, on y reviendra peut-être si vous le voulez. Il y a des résultats qui sont statistiquement significatifs, mais ça reste discutable dans la mesure où, au stade où c'est prescrit, le dialogue avec le patient, un dialogue cohérent devient déjà beaucoup plus difficile et la perte, ça ne modifie pas vraiment la perte d'autonomie. Donc, en ce qui concerne les résultats des différents inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, il peut y avoir quelques différences selon les échelles utilisées ou les items choisis ou la durée des essais. Mais on ne peut pas affirmer la supériorité d'un produit sur les autres en termes d'efficacité. La majorité des études montrent un bénéfice que sur une durée de 6 mois. Dans certains essais déjà anciens mais non randomisés, le bénéfice peut se maintenir au-delà d'un an. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les résultats des études objectives, qui utilisent des échelles de mesure validées avec des résultats qui sont censés être reproductibles. Mais on peut se demander si ces échelles sont toujours pertinentes et suffisantes pour conclure et répondre aux questions posées. Ces études, en fait, elles ne tiennent pas compte de la réalité de terrain, quoi. De l'opinion des médecins, des spécialistes ou des aidants qui jugent sur des critères peut-être moins objectifs l'impact de la mise sous traitement. Le discours des patients, lui, est relativement pauvre et peu contributif, mais pour les aidants, en règle générale, il y a un avant et un après la mise sous traitement. Alors, il n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce que laissent penser les études, c'est pas tellement la cognition dont ils font état les aidants, parce qu'ils n'ont pas l'instrument de mesure. 4 points à la DASCOG ou 1 point au MMSE, ça ne leur dit rien du tout. En revanche, ils notent quand même qu'il y a des différences qui concernent avant tout l'apathie, l'humeur, la présence et plutôt en fait des éléments du comportement du patient. Donc il y a une discordance entre finalement les études et la réalité sur le terrain. Si je résume, moi, l'opinion de cliniciens, neurologues en contact avec les patients et aussi ce que j'ai pu recueillir auprès de mes confrères en 2 lignes. Donc les anticholinéstérasiques ont un effet symptomatique modéré et transitoire. Leur efficacité est plus perceptible en début de maladie qu'en cas de détérioration plus avancée.
l'effet bénéfique est plus important dans la démence à corps de Lévy que dans la maladie d'Alzheimer, et la mémentine ne semble pas apporter de bénéfices supplémentaires. Ça ne veut pas dire pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice supplémentaire lorsque vous passez d'un inhibiteur de la cyrusclasérase à la mémentine. Mais on peut expliquer ce dernier point, si vous voulez, on peut en discuter. Il y a des explications, hein, on peut le commenter. Donc moi, j'ai repris point par point les axes d'analyse qui nous ont été proposés. Donc j'ai été classique, pas du tout, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a pu être dit par les collègues sur la non prise en compte de l'équation individuelle des patients et le fait que la population qui est étudiée en général est extrêmement hétérogène. C'est vrai qu'il y a des répondeurs, ça doit être plutôt moins de 20% des patients, et pour les autres, on se contente d'une stabilité, voire d'un déclin moins rapide que ce qui est prévu. Quand on poule tout, c'est vrai qu'on n'arrive pas à un bénéfice, mais est-ce que la stabilité ou un déclin moins rapide, on peut s'en contenter? Ça sera à vous d'en décider. Donc, l'ensemble des données récentes et plus anciennes sont toujours en faveur d'un bénéfice clinique modeste du traitement par les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase au stade léger et modéré de la maladie. Le bénéfice est établi que pour une durée de 6 mois de traitement à dose efficace. Alors bien sûr, tous les cliniciens en contact avec les patients, ils peuvent citer des cas où le bénéfice, où la stabilité s'est maintenue sur des périodes plus longues. Mais on reste dans les généralités. Il y a des déclineurs rapides et des déclineurs plus lents, et on ne peut pas les différencier a priori au départ sur des critères fiables. Donc toute recommandation d'ordre général doit pouvoir s'adapter au cas particulier. Et ça, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas d'effet significatif des traitements sur la mortalité. Si on respecte les contre-indications au traitement, si on tient compte des comorbidités et des possibles interactions médicamenteuses. Ça veut dire qu'il faut un bilan adapté avant la mise sous traitement, un suivi régulier qui ne devrait pas se limiter à un simple renouvellement d'ordonnance. Le retentissement sur l'autonomie, les activités de la vie quotidienne sont contestables parce qu'on n'observe pas de retour en arrière en fait. Donc on se contente le plus souvent d'une relative et temporaire stabilité. L'impact sur des traitements sur le retard à l'entrée en institution n'est pas non plus démontré. Il y a aussi des explications pour ça, si vous voulez, on peut détailler s'il y a des questions là-dessus. L'amplitude des effets reste faible, difficilement perceptible par l'entourage des patients. C'est limité dans le temps, je ne reviens pas. Les troubles du comportement, les effets du traitement sont inconstants et souvent non significatifs avec les tests utilisés. Il y a effectivement, ce que je disais, une discordance entre les analyses objectives et ce que racontent les aidants ou les médecins traitants. La qualité de vie, discours. Bon, j'essaye d'aller un peu plus vite pour pas vous. J'ai parlé également de l'impact des traitements sur la qualité de vie des aidants. L'impact indirect est sûrement beaucoup plus important que l'effet direct des traitements. C'est-à-dire le fait que depuis que ces traitements sont à la disposition, les gens sont mieux informés sur la maladie, on leur donne des brochures, on leur explique tous les aspects de la prise en charge de la maladie, ce qui n'existait pas avant. Ça les amène à consulter avant les médecins généralistes, ils gardaient les patients et ils se contentaient d'observer leur déclin, parce que l'envoyer au gériatre ou au neurologue, ça n'apportait pas grand-chose de plus. Donc ça a eu un réel effet. L'existence de ces produits, même s'ils sont symptomatiques, même s'ils ont un effet extrêmement modeste. Donc les effets des traitements sont établis, même si l'amplitude est faible. Ils sont réellement établis pour une période de 6 mois. Du fait des différences d'impact et de tolérance des médicaments disponibles, on peut admettre qu'en cas d'inefficacité ou d'intolérance, ça a déjà été dit, on puisse substituer un médicament par un autre. En termes de sévérité, l'efficacité des traitements médicaux à un stade prédémentiel n'est pas établie, quel que soit le domaine choisi. L'efficacité de la mémentine au stade prédémentiel et de forme légère de la maladie n'est pas non plus démontrée. Donc ce qu'il faudrait, c'est fixer un seuil de sévérité au-delà duquel le maintien d'un traitement ne se justifie plus.
Ça, ce qui n'est pas dans les recommandations de 2007. Et c'est un réel manque. Aucune donnée n'apporte d'argument en faveur d'un quelconque bénéfice du fait d'associer plusieurs de ces médicaments. On peut cependant admettre un chevauchement qui pourrait être autorisé pour une durée d'1 mois en cas de substitution, en particulier par la mémantine. Bon, moi j'ai fait des commentaires et des suggestions. Si ça vous intéresse, je vous en fais part en très peu de temps, j'arrive au bout. Même si le bénéfice direct d'un traitement par les médicaments disponibles reste faible, avec une discordance entre les données chiffrées des études et l'impact réel sur la qualité de vie des patients, moi je pense qu'il n'est pas souhaitable de revenir au désert et à l'état contemplatif de la neurologie en matière de maladie d'Alzheimer qui a précédé la mise sur le marché de l'atacrine. Le bénéfice, quel qu'il soit, peu importe, le bénéfice s'amenuise au fur et à mesure que la maladie évolue. Je fais quelques commentaires sur l'intérêt du plan Alzheimer. Malheureusement, il a mis du temps. Beaucoup d'argent a été attribué à ce plan. Il met beaucoup de temps quand même à se mettre en place, il semble-t-il, ce qui est fâcheux. Donc, est-ce que ça se limite à des effets d'annonce? Je ne le pense pas. Ça, vous savez mieux que moi. Pour le service médical rendu, on peut considérer effectivement qu'il a été considéré comme important parce que l'arrivée sur le marché de ces produits a suscité des espoirs immenses. Et on pensait qu'on allait enfin ouvrir des voies de recherche nouvelles pour arriver à mieux identifier et agir sur les vraies modifications qui sont à l'origine de la mort neuronale. Mais force est de constater que ces espoirs ont été en grande partie déçus. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sur la bonne cible. On est sur la bonne cible pour gérer quelques symptômes, mais on n'agit pas sur l'évolution de la maladie. Et ça, c'est les raisons finalement du service. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par service médical rendu, mais qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on agira vraiment sur les vraies cibles, s'il est déjà très important aujourd'hui avec ces produits. Donc ça mérite sûrement d'être revu. Alors, les recommandations, moi j'ai repris les... Vous voulez que j'en dise 2 mots ou pas? Moi, je pense qu'on peut s'inspirer, pour les inhibiteurs de l'acétylcholinésterase, des critères de remboursement de l'assurance maladie du Québec qui sont sortis en février 2011. Je vous résume en 2 mots, parce que vous les avoir. Bien volontiers. Vous les avez? Mais nous les entendrons bien volontiers de votre Donc, bouche. Monothérapie. On parle des inhibiteurs de l'acétylcholinésterase en considérant qu'il n'y a pas de différence majeure entre les différents produits disponibles. Monothérapie chez les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer à un stade léger ou modéré. Il faut impérativement des critères diagnostiques précis avec une évaluation du degré d'atteinte dans les différents domaines fonctionnement intellectuel, y compris la mémoire, humeur, comportement, autonomie pour les activités de la vie quotidienne et domestique, interaction sociale. L'autorisation initiale est pour 6 mois. 6 mois, ça veut dire qu'on ne renouvelle pas indéfiniment sans se poser de questions. La réévaluation est obligatoire et compare avec l'évaluation initiale avant d'autoriser une prolongation de traitement pour, là encore, 6 mois. Et on arrive au bout du traitement, après 1 an de traitement. On considère qu'au-delà, ce n'est pas vraiment utile de traiter. Pour prolonger, il faut impérativement une amélioration, une stabilisation documentée dans un ou plusieurs domaines, que sont ceux qu'on a cités tout à l'heure. Il faut évidemment une bonne tolérance du produit. Pour la mémantine, les recommandations sont un peu plus sévères, un peu plus strictes. C'est-à-dire qu'ils exigent quand même, en raison du degré d'atteinte et de la perte d'autonomie qui en résulte, on est plus exigeant sur les résultats avant d'autoriser le maintien du traitement. Mais pour la mémantine, on peut aussi décider, ce qui me semble essentiel, de limiter la prescription de la mémantine par le bas. C'est-à-dire en prenant comme critère le MMSE. Je sais bien que ce n'est pas idéal, mais c'est simple et pratique. Donc il faut qu'il soit inférieur à 15 pour décider de la substitution ou de la mise sous traitement. Et quand il descend en dessous de 10, je ne vois pas franchement, on peut décider de ne pas le renouveler.
troisième option, ça serait de considérer que le bénéfice apporté par la mémantine n'est pas suffisant ou suffisamment établi pour justifier la prescription, malgré une bonne tolérance, une meilleure tolérance du fait de l'absence des effets cholinergiques. Mais ça reviendrait à supprimer toute alternative médicamenteuse spécifique dès lors qu'un certain degré de sévérité serait atteint. Il faut expliquer aux gens, on peut plus rien pour vous. Du moins pour ce qui est du traitement médical. Alors pour le recours aux psychotropes, moi je ne partage pas forcément l'avis de mes collègues. C'est-à-dire qu'il faut démontrer, la mémantine, effectivement, elle permet de stabiliser la prescription des psychotropes, pas de la diminuer, hein, de la stabiliser. Alors il faudrait auparavant démontrer que la mémantine est un meilleur choix en termes d'économie, d'efficacité ou de tolérance que les IRS ou les anxiolytiques. Je mets entre parenthèses la prescription de neuroleptiques, ce qui est malheureusement chez les patients en institution. On peut être amené, s'il y a des troubles du comportement, mais c'est pas pour aider le patient, ça, c'est pour aider les autres qui sont en contact avec eux ou les aidants. Donc le bénéfice, il n'est pas pour le patient. Le patient, il s'en accommode de son agressivité. Donc est-ce que le bénéfice, je veux dire, est-ce que c'est un meilleur choix que la mémantine? Parce que souvent on est obligé d'associer les deux. Et finalement, lorsque l'état d'agitation est très important et l'agressivité, en institution, lorsqu'on arrive à un stade très, très sévère, même les neuroleptiques, ultime recours, on peut avoir des résultats quelquefois spectaculaires avec des très très faibles doses d'un neuroleptique atypique, avec des effets une relative sécurité, disons, d'utilisation. Et à ce propos, on peut regretter la décision qui a été faite de supprimer le méprobamate, qui était quand même assez largement prescrit et qui avait une certaine utilité dans mon expérience. Bon, reste à faire respecter les recommandations, mais si c'est argumenté, ça devrait pouvoir se faire. Je parle des effets indésirables, je ne les ai pas abordés, mais si vous voulez, j'ai tout détaillé. Je conclus que le maintien du remboursement de ces médicaments, mais on ne devrait pas en parler du facteur économique, de ces médicaments qui sont que symptomatiques avec une efficacité inconstante et modeste, serait plus acceptable si les fabricants acceptaient d'en réduire significativement le prix. Merci infiniment, M. Mintz, et merci de la chute. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Non, pas du tout. Alors, je vous propose d'entendre, Patrick, si vous voulez bien nous donner connaissance du rapport écrit de M. Nicot. Après ça, je crois qu'on pourra interroger, s'ils le veulent bien, Patrice Noni et Emmanuel Auger, et puis nous poserons toutes les questions que vous souhaitez. Ne les mettez pas trop sur le grill, nos experts, mais quand même, allons au fond du problème. Bon, Patrick, que dit M. Nicot?